Bonjour à tous et à toutes. Il manque un président de séance et un speaker, mais je pense qu'en commençant à parler, ça va les faire arriver. Donc je suis ravie de vous inviter à cette session, un des derniers symposiums de la journée, sur l'hypersomnie idiopathique, qui est une thématique souvent un peu oubliée dans les congrès du sommeil. On parle beaucoup de narcolepsie, type 1, type 2, et l'hypersomnie idiopathique est souvent un peu négligée. Donc on a eu cette idée de présenter aujourd'hui différents aspects de cette maladie rare, avec une première présentation du professeur Isabelle Arnulf de la Pitié-Salpêtrière, qui va nous parler de la partie classification, nosologie, et donc comment finalement définir cette maladie rare. Merci Isabelle. Merci beaucoup Lucie, merci à tous. Je suis très contente de parler de l'hypersomnie idiopathique parce que, comme le disait Lucie, c'est négligé. Mais c'est aussi des patients et des patientes que j'aime bien. C'est difficile de dire ça en médecine, mais le profil typique, c'est une jeune femme de 30-35 ans qui est très bosseuse, plutôt intelligente en général en face de nous, et crevée, épuisée, et parfois qui parle un peu vite pour rester réveillée. Et voilà, je trouve que c'est des patients avec qui on fonctionne bien, on fait bien les objectifs ensemble. Voilà, on ne devrait pas dire qu'on préfère certains patients, mais bon, voilà. Alors, tu as raison sur le côté négligé. La narcolepsie, plus de 6000 publications sur ces dernières années. L'hypersomnie, 470, donc 20 fois moins. Clairement, c'est moins étudié et pourtant, c'est pas beaucoup moins rare que la narcolepsie. Elle s'intègre dans les hypersomnies centrales primaires. Vous voyez ici narcolepsie type 1, type 2, le syndrome de Klein-Levin et l'hypersomnie, qui sont caractérisées toutes par les plus fortes somnolences qu'on voit chez l'être humain. Et vous m'avez demandé une petite mise à jour sur les classifications. Et donc, elle a changé cette année, pas beaucoup. L'ICSD-3 en 2014 était une classification avec des critères. L'ICSD-3 TR, ça ne veut pas dire TR comme on dit d'habitude. Ça veut dire texte révisé, et c'est donc juste une révision de texte. Et étant dans les deux groupes à chaque fois, celui de la 3 et celui de la 3TR, je peux vous dire que pour la TR, on a reçu l'instruction de ne pas changer les critères des maladies, ce qui est difficile parce que ça a évolué, mais de simplement mettre à jour le texte avec les données des sciences actuelles. Moyennant quoi, on a pu quand même négocier quelques micro-changements, mais c'est très dur à l'ASM de changer les choses. Et donc, pour la narcolepsie de type 1, le seul changement qu'il y a eu dans la révision du texte, c'est de donner plus d'importance à l'endormissement nocturne en sommeil paradoxal. On l'avait déjà inclus dans la 3. Vous vous rappelez, on pouvait remplacer un des endormissements en sommeil paradoxal otile par un des endormissements, s'il y avait eu un endormissement en moins de 15 minutes en SP la nuit d'avant. Ça pouvait compter comme 1. Donc, si vous aviez un otile et un la veille, ça faisait 2 et c'était bon pour le critère. Cette année, ils ont accepté, sur la base de quand même beaucoup de publications, que cet endormissement en sommeil paradoxal direct la nuit 1, qui est très spécifique, par contre pas très sensible, puisse remplacer la présence de 2 SP otile. Donc vous pouvez utiliser ça si la veille au soir votre patient s'est endormi ou patiente en moins de 15 minutes. Et par contre, il faut toujours que l'éthyle soit court, que vous ayez les autres critères d'hypersomnolence et de cataplexie. Pour la narcolepsie de type 2, il n'y a eu aucun changement dans les critères dans la révision. Pour le syndrome de Klein-Levin, j'ai pu être un petit peu plus influente, heureusement, parce que avec les découvertes des dernières années, l'idée de dire qu'un épisode doit durer au moins 2 jours et jusqu'à 5 semaines, ça ne correspond pas à la réalité. On a remplacé par plusieurs semaines. Il y a des patients qui crisent pendant 6-8 semaines. Ce truc de 5 semaines, ça sortait un peu de n'importe où. Il faut toujours que les épisodes de Klein-Levin reviennent souvent plusieurs fois par an ou au moins tous les 18 mois. Il faut toujours que l'éveil, la cognition, l'humeur et le comportement reviennent à la normale entre les épisodes, mais on a pu ajouter au moins au début de la maladie, sachant qu'il y a 20 à 30% des syndromes de Klein-Levin qui présentent des anomalies cognitives entre les crises et une partie qui présente des anomalies psychiatriques. Et puis surtout, avant, le patient devait avoir pendant au moins
pendant ces épisodes d'hypersomnie au moins un des 4 symptômes, des troubles cognitifs, une perception altérée, un trouble alimentaire, un comportement désinhibé. Ça négligeait une partie importante du Klein-Levin, où il y a certes des troubles cognitifs, mais surtout, en premier chef, une des réalisations, une apathie majeure. Et donc, c'est passé comme ça. Et finalement, le comportement désinhibé est resté, mais comprend autant la mégaphagie que l'hypersexualité ou d'autres impolitesses. Voilà les changements critériologiques. On va le voir pour l'hypersomnie ensuite. Pour tout ce qui était hypersomnie d'origine psychiatrique, c'est devenu associé. Tout a été changé par associé. C'est quand même mineur. Par contre, les textes ont beaucoup été modifiés. Alors, je reviens à l'hypersomnie idiopathique, qui est le sujet ici. Au niveau des symptômes, c'est extrêmement varié. On en parle depuis tout à l'heure, l'allongement du temps de sommeil qui est vraiment intense et qui est un symptôme fréquent. La somnolence qui est très particulière chez la majorité des patientes, elle est plutôt continue et non impérative. On parlait tout à l'heure d'hypovigilance, de drowsiness, de brouillard mental. C'est plus ça que les patients décrivent, en tout cas que les attaques de sommeil, comme on peut voir dans la narcolepsie. L'ivresse de sommeil qui est un symptôme majeur mais pas toujours présent, des patients impossibles à réveiller, et puis des siestes plutôt longues et non rafraîchissantes. Ça, c'est le profil classique comme on l'apprend, mais certains patients ont des siestes courtes et rafraîchissantes et des attaques de sommeil et parfois un temps de sommeil pas du tout allongé. Et c'est cette variété sémiologique qui avait conduit à la classification ICSD-2 à séparer l'hypersomnie avec longtemps de sommeil, qui se manifeste plutôt par un excès de sommeil, du mal à se réveiller et une hypovigilance dans la journée, et l'hypersomnie sans longtemps de sommeil, qui ressemble plus à la narcolepsie, sauf qu'il n'y a pas de symptômes de sommeil paradoxal. Et puis, bien sûr, des comportements automatiques, on verra le blackout, plus de symptômes végétatifs et des céphalées. Alors, du coup, puisqu'on parle de phénotype, on a l'habitude de la décrire avec 2 phénotypes. Un phénotype, plutôt l'hypersomnie à temps de sommeil non allongé, où les patients se présentent avec des sommeils de nuit qui sont plutôt courts, avec parfois des réveils ici, et puis des attaques de sommeil dans la journée, plutôt courts, comme dans la narcolepsie. Et puis un phénotype hypersomnie où le temps de sommeil est long. Ils sont dans le gris dès le matin, ils ne fonctionnent pas bien. Et puis, de temps en temps, la somnolence et le besoin de lutter culminent par une sieste qui est du coup longue et non rafraîchissante, au point qu'ils l'évitent en pratique. Ils évitent de faire la sieste. Donc, il n'y a pas du tout ce côté rafraîchissant des siestes. Moi, j'ai tendance à penser que... J'ai entendu que la narcolepsie type 1 tout à l'heure était la forme la plus sévère de somnolence. Oui, c'est pas forcément la forme la plus sévère de handicap. Cette forme-là est très, très handicapante. Les gens, vraiment, ils n'ont pas le plaisir des petites siestes rafraîchissantes. Alors, ce temps de sommeil allongé qui caractérise la forme à long temps de sommeil, il est sur des questionnaires, il se distingue assez vite de sujets normaux. Vous avez ici 77 HI et puis là, des sujets normaux. Mais par contre, en semaine, par définition, c'est un horaire contraint. Les gens sont obligés de se lever tôt. Il n'y a pas de différence. On voit apparaître l'excès de sommeil pendant les week-ends, pendant les vacances. On leur demande aussi le temps maximum qu'elles sont capables de dormir et on entend souvent du 16-17 heures. Et puis, ce temps de sommeil très allongé, c'est celui il est assez proche, les week-ends et les vacances, vous voyez ici, de celui qu'on mesure pendant la PSG longue ou le bed rest de 24 heures qui fait suite à la nuit 1 et au TIL. Donc, ce phénotypage ressort sans arrêt dans les classifications. Pour l'instant, l'hypersomnie s'appelait il y a très longtemps la narcolepsie de sommeil lent. Elle s'est appelée ensuite l'hypersomnolence idiopathique du système nerveux central, puis l'hypersomnie idiopathique, puis en 2002 avec et sans longtemps de sommeil, qui ont été rejoints à l'ICSD-3 en hypersomnie idiopathique, essentiellement parce qu'il n'y avait pas assez de données sur celles avec longtemps de sommeil pour convaincre les Américains de continuer à les séparer. Ceci dit, les données ont augmenté ces dernières années avec des analyses en algorithme de grandes bases de données avec le plus de symptômes possibles, des analyses de clusters. Et vous voyez ici que sur cette analyse faite par les gens de Prague, qui sont ceux qui ont
identifié l'hypersomnie avec Thomas Roth il y a déjà une quarantaine d'années. En prenant les symptômes un par un et les signes cliniques et les signes polysomnographiques, très rapidement, on isole sans problème une hypersomnie idiopathique à temps de sommeil non allongé, une narcolepsie de type 1, et par contre, on n'arrive pas à distinguer la CHI sans augmentation de temps de sommeil et la narcolepsie sans cataplexie. Et c'est les mêmes résultats sur la très grande cohorte européenne publiée ici, avec deux phénotypes très clairs, la NT1 d'un côté, et puis un phénotype HI à long temps de sommeil, et au milieu, des choses un peu plus difficiles à distinguer. Au point que, dans différents papiers d'humeur qu'on a fait les uns et les autres, on avait proposé de garder ces deux extrêmes et de regrouper la NT2 avec la CHI à temps de sommeil non allongé dans un gros groupe qu'on appellerait troubles du spectre narcoleptique. Ça pourrait aussi avoir l'avantage d'avoir facilement les AMM de médicaments. C'est pas encore ce qu'a autorisé l'Académie de sommeil américaine. Alors pour l'hypersomnie idiopathique, le seul changement dans le texte révisé, c'est on était embêté par la formulation qui disait qu'au-til, il devait y avoir moins de 2 SP. Vous avez tous eu des patients ou patientes avec des TIL à 17 minutes et 2 SP, et pourtant, ce n'étaient pas des narcoleptiques, et on ne pouvait pas les classer en hypersomnie idiopathique, du moins dans les essais cliniques. En pratique, on les classait comme. Et du coup, la formulation a été modifiée pour dire que la PSG et le TIL ne sont pas en faveur d'une narco type 1 ou 2, et la latence au TIL est à moins de 8 minutes, ou le TST est à plus de 11 heures en PSG ou en actigraphie. Je pense que mes collègues de Nîmes reviendront sur ces définitions paracliniques. Alors, l'ivresse de sommeil est un des symptômes majeurs. 78% des patients dans nos cohortes se plaignent de difficultés de réveil, qui est une sorte d'augmentation de l'inertie normale de sommeil. L'ivresse de sommeil est franche chez un gros tiers des patients, avec la nécessité de plusieurs alarmes, de les pousser hors du lit, que quelqu'un vienne les secouer plusieurs fois. Ça semble supérieur dans la forme à long temps de sommeil. C'est une cause de handicap important, puisque les patients et patientes ont du mal à tenir un horaire le matin pour le boulot, ils sont en retard, on est obligé de faire des adaptations, elles préparent toutes leurs affaires la veille au soir, elles prennent la douche la veille au soir, et pour se réveiller 5 minutes avant le lever, ne pas se laisser le choix, se jeter hors du lit et arriver au boulot. C'est un handicap qui est vraiment sous-estimé et qui est très important. Et malgré cette description qui est vraiment très claire en consultation, ça reste une mesure difficile en laboratoire. Ça a plutôt tendance à être moins net au labo. Et on n'a pas trouvé, nous on a quand même pas mal bossé aussi sur l'ivresse, pas trouvé de corrélation avec la présence de sommeil profond en fin de nuit ou d'autres critères qui nous feraient penser qu'il y a des marqueurs physiologiques de l'ivresse. Mais nos collègues de Montpellier et de Nîmes nous reparleront de marqueurs. Alors, cette somnolence dans l'hypersomnie idiopathique qui est très particulière, qui est plutôt de l'hypovigilance, elles ont les yeux ouverts, il n'y a pas d'attaque de sommeil, mais elles fonctionnent mal. Est-ce que c'est pas du sommeil local, comme c'est découvert par Wiazowski et Thomas Andrion? C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'on peut avoir les yeux ouverts, mais une partie du cerveau qui est en onde lente, et que ça correspond à des erreurs cognitives, un ralentissement cognitif, un blanc mental, ou au contraire de l'impulsivité, suivant l'endroit où est le sommeil local. Pour répondre à cette question, il y a une seule étude d'imagerie fonctionnelle du groupe du Québec qui montre qu'en éveil, il y a un hypofonctionnement du lobe préfrontal dans l'hypersomnie, comme si le lobe préfrontal était déjà endormi alors que tout le reste est réveillé. Et puis bien sûr, on travaille maintenant avec les outils de recherche du sommeil local sur cette... et je pense qu'on pourra l'an prochain vous donner des résultats. Ce qui fait que ce score d'Epworth, qui est quand même plus, on a vu tout à l'heure, de la sleepiness que de la drowsiness, ne capture qu'une partie de la somnolence dans l'hypersomnie idiopathique. Et du coup, nos collègues de Montpellier ont développé une échelle qui prenne plus en compte toute la symptomatologie de l'hypersomnie idiopathique, avec 3 dimensions. Le long temps de sommeil avec son inertie, où on demande aux patients la durée idéale de leur sommeil. Est-ce qu'ils ont le sentiment d'un sommeil insuffisant, donc quelque chose qui est plutôt autour de la durée? Et puis, 3 questions qui sont plutôt autour de l'ivresse. Est-ce qu'il vous faut plusieurs alarmes pour vous réveiller? Vous êtes confus combien de temps après le réveil? 10 minutes, 30 minutes, 1 heure? Et est-ce que vous êtes somnolent après la sieste?
Et puis, il y a une autre dimension qui est la fréquence et la durée des siestes. Et puis, une dimension sur le fonctionnement diurne, de la lutte pour rester réveillé. Et puis, l'impact dans tous les domaines. Moyennant quoi, ce score va de 0 à 50. Et un score de plus de 22 discrimine bien les patients avec hypersomnie idiopathique des contrôles sains. Vous avez le référence en bas pour capturer l'échelle. Je vous conseille de l'utiliser, elle est très pratique. Alors, il y a des symptômes annexes qui sont pas importants, mais il se trouve qu'avec toute la cohorte de la Narcoban qu'on a regardée, il peut y avoir des hallucinations hypnagogiques chez 10%. C'est un peu plus que les contrôles, c'est beaucoup moins que dans la narcolepsie, mais c'est possible. Il peut y avoir des paralysies du sommeil de la même manière. C'est possible, mais c'est pas très fréquent. Et puis, par contre, il n'y a pas plus de parasomnie, de sommeil lent profond comorbide dans ces différents groupes. Le contenu mental nocturne décrit par les patientes et patients, sur 133 patients interrogés chez nous longuement, il y a la moitié disent qu'elles ont un blackout. Je me réveille le matin comme si je venais de poser ma tête sur l'oreiller et qu'il n'y avait rien entre les deux. On sait tous qu'on a dormi, on sait parfois qu'on s'est réveillé. Elle, non, c'est vraiment un blackout. Et c'était pas corrélé à la durée de profond, au nombre de micro-éveils ou au marqueur de temps de sommeil. Donc quelque chose de assez curieux. Et inversement, 20% se plaignent de trop rêver, ce qu'on a appelé l'hyperonirisme. Je suis fatiguée de trop rêver. C'est une dimension qu'on trouve dans d'autres pathologies, qu'on trouve dans l'insomnie aussi, qui est peu étudiée, mais qui commence à être étudiée par Jean-Baptiste Marancy et Francesca Sicleri. Mais il y a un changement du contenu mental chez ces patients qui est différent de ceux des narcoleptiques. En épidémiologie, c'est une maladie rare, mais pas si rare que ça. On s'est calculé à peu près, c'est difficile de faire l'épidémio, 1 à 2 pour 10 000 habitants. Dans les centres de référence, c'est un tout petit peu en dessous de la narcolepsie, mais pas beaucoup en dessous. Ça débute chez l'adulte jeune. On a trouvé assez tôt qu'ils étaient plus minces que la moyenne, elle, et plus souvent du soir, en moyenne, que les contrôles. Et ce qui a été trouvé, qui était déjà dit par Billard à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes. Ça n'a pas été remarqué chez la cohorte anglaise, mais ils ne font pas des mesures de long temps de sommeil comme on fait en France. Et donc, sur notre première cohorte, il y avait 64% de femmes. Les Américains l'avaient noté aussi. Sur la cohorte de la Narcobank, où il y avait 222 hypersomnies idiopathiques de 3 centres, il y avait 52% des patients avec narcolepsie de type 1 qui étaient des femmes. Donc, on est vraiment quasi à égalité de genre. Alors que l'hypersomnie idiopathique, 76%. Et la différence est encore plus marquée de genre si le phénotype comprend un long temps de sommeil. Donc une maladie qui touche massivement des femmes. Et donc on s'est posé la question avec la Narcobank de voir s'il y avait un phénotype particulier chez la femme de l'HI. Et donc le temps de sommeil, que ça soit en sieste le week-end, la nuit en vacances et en semaine, est déclaré, ressenti comme plus long chez les femmes avec hypersomnie que chez les hommes. Et au niveau des symptômes, hommes comme femmes se plaignent de troubles de mémoire, ont le même chronotype, les mêmes symptômes d'hyperactivité. Par contre, les femmes vont rapporter un peu plus de fatigue et un peu plus de symptômes dépressifs, bien que n'étant pas dépressives. Donc il y a cette vulnérabilité féminine de l'HI, surtout chez les personnes caucasiennes. C'est difficile d'avoir des chiffres chez nos collègues asiatiques. Ils ont une forme vraiment à til très très court. Et les femmes ont une forme plus sévère, en tout cas au niveau symptômes, avec plus d'excès de sommeil. Et du coup, il faut retenir ça, les tests, faire attention, utiliser bien les tests diagnostiques adéquats sur lesquels reviendra le docteur Evangelista, avec une bonne mesure de l'excès de sommeil en bed rest, en 48 heures, en 36 heures. Sinon, il y a un risque de surdiagnostiquer de l'hypersomnie ou de la somnolence psychogène ou subjective si on n'a pas fait tous ces tests-là chez les patients. Alors, le diagnostic différentiel, c'est ce qui fait que la maladie est complexe, c'est qu'il y a énormément de diagnostics différentiels. La dette de sommeil, en particulier la dette de sommeil chez les longs dormeurs, avoir besoin de 9 à 10 heures, c'est difficile à vivre au quotidien, et donc ça peut générer une somnolence chronique. Toutes les pathologies intrinsèques du sommeil, on sait qu'il faut tous faire une bonne polysomnographie, chercher la douleur, le SAS, la prise de sédatifs.
les pathologies médicales somnogènes, maladies inflammatoires, cancer, sclérose en plaques. Et puis, le diagnostic le plus difficile, c'est l'hypersomnie associée à une pathologie psychiatrique où il y a plus de femmes, de troubles de l'humeur, et où le temps de sommeil peut être authentiquement allongé sur les enregistrements de sommeil. D'où l'importance dans les centres de référence d'avoir un avis neurologique, un avis psychiatrique partagé avant de porter les diagnostics. L'évolution, autant la narcolepsie type 1 est une maladie stable qui ne disparaît pas, autant l'hypersomnie peut disparaître avec le temps, et c'est toujours une très bonne nouvelle quand ça arrive. Ici, une étude en Corée où vous avez le groupe 1 qui est la narcolepsie de type 1, et les personnes sont suivies tous les ans pendant 9 ans et il n'y a pas de rémission. Les hypersomnolences subjectives, alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire chez eux, mais enfin, les TIL devaient être normaux, qui s'améliorent très vite en 2-3 ans. Et puis les narcolepsies sans cataplexie et les hypersomnies idiopathiques sont là, qui sont définies par un temps de sommeil au TIL inférieur à 8 minutes. 32% de rémission, vous voyez, au bout de 6-7 ans. On aimerait bien que les formes à temps de sommeil allongé s'améliorent aussi vite. Ce n'est pas le cas. Donc, du coup, le consensus des centres de référence, c'est de refaire tous les 5 ans un bilan complet de sommeil. Alors, quand je dis qu'on aimerait bien, Smaranda Le Semenescu, dans notre équipe, a regardé sur 44 patients comment évoluait la somnolence au bout de 10 ans. Et vous voyez que les scores d'Epworth ne bougent pas beaucoup entre la première année et la 10e année. Et au niveau de la symptomatologie, les attaques de sommeil sont quelque chose qui diminue sur 10 ans, mais pas l'ivresse, pas les comportements automatiques, pas la plainte attentionnelle. Il peut y avoir une très discrète amélioration polysomnographique du TIL ou du temps de sommeil sur 24 heures, mais les symptômes, non, malheureusement. Alors, on a appris un petit peu plus sur l'hypersomnie au moment du confinement, puisque tout le monde s'est retrouvé en télétravail, sauf les professions indispensables. Et donc, juste avant le déconfinement, la veille du déconfinement, on a envoyé un questionnaire à 800 patients. Il y en a 225 qui ont répondu tout de suite. D'ailleurs, les personnes avec hypersomnie répondent toujours tout de suite. C'est des gens qui sont plutôt au taquet, à la différence des personnes avec narcolepsie qui mettent du temps. Et donc, on a pu avoir en une semaine 219 réponses. On voulait que ce soit très frais avant le déconfinement. Et on leur a demandé comment ils avaient vécu par rapport à d'habitude le confinement. Et donc, le résultat résumé ici, c'est que avant le confinement, il et elle dormaient dans la chie 8 heures par nuit, 8h,3, passaient 70 minutes dans les transports, on est en région parisienne. Et pendant le confinement, on avait en moyenne 1 heure de décalage de l'heure de coucher et un allongement du temps de sommeil de 80 minutes. Elle passait à 9,6 heures. Essentiellement aux dépens du temps, il n'y avait plus de temps de transport, et que 21% avaient pu réduire leur dose de stimulants, qu'elles sont très sensibles quand même à la quantité, et les PWERF s'étaient légèrement améliorés. Donc ça nous a poussé à demander beaucoup plus de télétravail dans l'hypersomnie idiopathique. En tout cas 2 à 3 jours par semaine. Ça permet de saturer un peu plus de sommeil, et elle fonctionne mieux. Voilà, en conclusion, il y a plus de femmes affectées. J'ai mis en grisé ce qui va être discuté dans les autres oratrices. Il y a ce nouvel outil, l'IHSS, qu'il faut utiliser. Il y a le bénéfice du télétravail. Il reste quand même que il y a beaucoup de défis encore dans l'hypersomnie. On ne connaît pas sa génétique. Il y a un peu plus de forme familiale, mais on ne sait rien en génétique. On a peu de modèles animaux. Le phénotypage doit progresser. Il n'y a pas de biomarqueurs comme dans la narcolepsie. Et on ne connaît pas encore tous les mécanismes du tout. Et donc, en termes de référence, il y a les consensus qu'on avait écrits en 2017 et avec Yves, on a fait des mises à jour dans Sleep Medicine Review. Et puis, il y a une mise à jour en français dans Médecine du sommeil qu'on peut donner aux patients qui décrit bien la maladie. Voilà, je remercie évidemment toute mon équipe. Merci de votre attention. Merci Isabelle pour cette très belle présentation. Donc effectivement, pour le temps, on a une question peut-être ? Une question brûlante ? Sinon, on posera les questions à la fin s'il reste un peu de temps. Alors, pas de souci. Merci Isabelle.
Donc j'appelle la prochaine speakeuse, je ne sais pas si on dit comme ça, Elisa Evangelista, notre collègue qui est partie à Nîmes, qui travaillait à Montpellier avant et qui a fait sa thèse de sciences sur l'hypersomnie idiopathique, qu'il a soutenue l'année dernière, et donc qui va nous montrer des données assez fraîches sur le sujet. Merci Elisa. Pas que mes données. Bon, mais merci, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé ce sampo sur l'hypersomnie idiopathique. Alors, donc avant d'introduire un peu le discours sur le biomarqueur, je pense qu'il est important un peu de revenir au phénotype clinique qui a été bien détaillé déjà avant par mes collègues. Parce que c'est important de pouvoir relier effectivement les différentes dimensions de l'hypersomnolence aux biomarqueurs et pouvoir après avancer dans la compréhension de la physiopathologie et éventuellement trouver des biomarqueurs spécifiques de l'hypersomnie idiopathique. Donc l'hypersomnolence, on peut la schématiser un petit peu en 3 catégories. Donc une somnolence diurne excessive, et on verra après que la somnolence diurne excessive aussi, on peut avoir différentes manifestations. Une quantité excessive du sommeil, avec souvent un sommeil non réparateur, un handicap sur la journée et une inertie du sommeil. Or, ce tableau d'hypersomnolence n'est pas spécifique à l'hypersomnie idiopathique, il peut avoir des caractéristiques, mais ce n'est pas vraiment spécifique. Et surtout, on l'a vu tout à l'heure, il y a un phénotype qui est très hétérogène. Donc, la présence et la sévérité de tous ces symptômes chez les patients avec hypersomnie idiopathique peut vraiment être variable. Et donc, tous ces symptômes peuvent être l'expression d'une perturbation à la fois du sommeil ou des mécanismes de veille ou du réveil. Donc, qu'est-ce qu'on sait du sommeil des patients avec hypersomnie idiopathique ? Classiquement, on considère le sommeil chez ces patients comme de bonne efficacité. Souvent, il est long, il ne se réveille pas beaucoup, et pourtant, il est non réparateur. Dans les CSD3, il y a aussi une efficacité du sommeil très bonne, à plus de 90%, qui est un argument supplémentaire, donc pas essentiel, mais supplémentaire pour le diagnostic, avec de proportions correctes de N3-SP et parfois même plus élevées qui ont été décrites. Donc c'est un sommeil considéré normal ou même hyper normal, et pourtant les données qu'on a en littérature, dans plusieurs cohortes, elles sont très discordantes, donc pas concluantes. Donc je ne vais pas tout vous présenter, mais au niveau de cohorte, mais pour résumer, là nous avons l'étude de l'équipe d'Isabelle Arnouf à Paris. Donc c'est l'étude où ils ont validé l'enregistrement de 24 heures, et donc eux ils retrouvent que les patients avec hypersomnie idiopathique, par rapport au contrôle, ils avaient une efficacité comparable, ils avaient bien un index de microveille plus bas, mais étonnamment, ils avaient moins de sommeil long profond par rapport à ce qu'on entendait pendant toute la nuit, et ce sommeil long profond était plus élevé en fin de nuit. Donc peut-être à suggérer qu'il y avait une persistance du sommeil en ondes lentes, peut-être une altération de la régulation homéostatique qui pouvait rendre compte de plusieurs symptômes, par exemple l'inertie ou l'allongement du sommeil. Mais quand ils ont comparé après les HI avec ou sans allongement du sommeil, les patients qui avaient les HI qui avaient un allongement du sommeil, ils avaient une efficacité meilleure, mais pas de différence en sommeil long profond. Et dans cette cohorte de l'équipe de Bologne, c'était que des HI sans allongement du sommeil, donc TIL positif, enregistrement de 24 heures négatif. Étonnamment, ils retrouvent que les patients avec HI, ils avaient un index de fragmentation plus élevé que les contrôles. Donc, ils ont regardé les changements de stade, le nombre de réveils, le pourcentage d'N1, et tout était plus élevé. Et donc, ils suggéraient, peut-être, au moins dans ce type de patients, qu'il pouvait y avoir une instabilité du sommeil qui pouvait expliquer ce caractère non réparateur. Donc là, je vous mets juste cette méta-analyse de 2018 qui regroupe une dizaine d'études et qui montre que l'efficacité, finalement, elle est comparable au contrôle, même plus basse par rapport chez les femmes, avec une quantité plus élevée du sommeil paradoxal et plus basse de sommeil long profond. Il est juste à préciser que, ils disent très bien dans la méta-analyse, il y a des limites, donc la plupart des études ont un petit échantillon. Ils étaient souvent publiés avant le CSD2, donc les critères de sélection des patients sont très variables. Et surtout, ce qui est très dommage, il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir corréler les caractéristiques du sommeil avec les différents phénotypes ou les différents symptômes. Donc, dans cette étude, nous avons, avec l'équipe de Montpellier, validé l'enregistrement de 32 heures en condition de bed rest
Je ne reviens pas dans tous les détails, mais en gros, c'est un enregistrement où le patient est pendant 32 heures, donc une nuit, jour et deuxième nuit, pour voir comment il récupère. Il est en condition d'alitement prolongé, sans intervention humaine, sans repère horaire. Donc pour lui permettre effectivement d'obtenir une extension maximale de son sommeil. Et donc nous avons étudié différents groupes de patients. Donc des patients avec une HI définie, c'est-à-dire qu'ils avaient deux types pathologiques, donc moins de 8 minutes, ou intermédiaires, entre 8 et 10. Donc des patients, disons, sûrement HI, soi-disant, avec une bonne efficacité de sommeil, etc. Des HI probables, donc avec un tableau clinique évocateur d'HI, pas d'autres causes d'hypersomnolence, mais des types non pathologiques ou extrêmement non reproductibles, une fois en moins de 8 et puis 17 minutes, ce qu'on trouve souvent en clinique. Des patients avec une hypersomnolence d'autre origine, mauvais sommeil, pathologie psychiatrique, est-il non pathologique, et des contrôles. Donc vous voyez déjà ici comme parmi les patients avec HI, donc suspicion quand même fortement suspectés d'avoir une HI, il y avait une association entre les latences OTIL et la durée du sommeil sur le bed rest. C'est-à-dire que les patients qui dormaient plus longtemps étaient aussi les plus somnolents sur l'éthyle. Et donc, vous voyez ici comme la durée du sommeil sur le bed rest chez les patients, donc les patients avec HI définie avaient des durées du sommeil plus élevées par rapport aux HI probables et donc OTIL non pathologiques et par rapport aux autres groupes surtout, les autres hypersomnolences et les contrôles. Et si donc on se concentre sur le sommeil des nuits enregistrées en polysomnographie, on voit que ce groupe, donc encore une fois, TIL pathologique et très souvent un allongement du sommeil, ils avaient une efficacité meilleure par rapport au contrôle, mais surtout plus de sommeil long profond par rapport aux HI probables et par rapport aux hypersomnolences d'autres origines. Et donc, sur cet enregistrement, le fait de dormir 19 heures ou plus sur les 32 était un biomarqueur de durée du sommeil plutôt très sensible, spécifique, pour différencier bien les HI définis des témoins, mais aussi des hypersomnolences d'autres origines. Et les HI qui dormaient plus de 19 heures avaient aussi une plainte majeure plus fréquente d'inertie. Donc, une bonne caractérisation aussi au niveau phénotypique. Alors, ça a été déjà montré, cette étude, par le professeur Arnulf, donc je vais un peu vite, c'était juste pour dire que cette association entre quantité excessive du sommeil ou besoin de sommeil élevé et inertie du sommeil était retrouvée aussi dans donc, cette analyse en cluster. Et vous voyez bien comme le cluster 5, donc regroupe des patients avec HI et NT2, était bien caractérisé par la présence d'une ivresse et par une différence de durée entre le week-end et la semaine plus élevée que chez les patients avec hypersomnolence peut être effectivement une expression d'une quantité excessive de besoin excessif de sommeil qui ne peut pas être à temps en semaine. Alors, dans cette étude, nous avons voulu regarder quelles étaient les caractéristiques associées donc aux différentes dimensions de l'hypersomnolence, en particulier l'hypersonie, donc le fait de dormir longtemps, et la somnolence objective, chez un échantillon de patients avec hypersomnolence, donc pas forcément des HI, des hypersomnolences, 266 sujets, ils ont tous eu un TIL, un enregistrement bed rest. Et donc on voit que le fait d'avoir une hypersonie, donc dans notre publication c'était plus de 19 heures sur 32, était associé à une efficacité de sommeil plus élevée, une tendance à avoir plus de sommeil long profond et des latences au TIL plus courtes et pathologiques. Le fait d'avoir une somnolence diurne objective sur le TIL aussi était associé à une efficacité du sommeil plus élevée et aussi, bien évidemment, à une durée de sommeil plus allongée. Et quand on catégorise le patient en fonction du TIL et du bed rest, on voit que ceux qui avaient à la fois un allongement du sommeil et une somnolence diurne pathologique, ils avaient une meilleure efficacité par rapport aux autres groupes. Donc, on confirme, au moins on retrouve à nouveau cette association entre l'hypersonie, la somnolence diurne objectif, une efficacité du sommeil meilleure et peut-être un peu plus de sommeil long profond. Donc, on peut se demander si chez ces patients, donc ce phénotype-là, il n'y a pas une forte pression du sommeil qui peut expliquer les symptômes. Alors, ça, c'est la macrostructure. Après, nous avons des méthodes qui se développent de plus en plus, heureusement, pour analyser de manière un peu plus dynamique le sommeil, de manière un peu plus fine.
Donc, une de cette méthode est Sleep and Wake Bouts. Donc, c'est l'étude des séquences continues d'époque de sommeil et d'éveil qui nous donne un peu un index de stabilité du sommeil. Donc, le premier étude, c'est Lucie Barato qui l'a réalisé. Donc, les auteurs ils retrouvent clairement que chez les NT1, il y a un sommeil plus instable par rapport aux ACHI, aux NT2 et à un groupe de sujets avec une somnolence subjective, et que donc cette instabilité est corrélée à la déficience en hypocrétine. Par contre, il n'y avait pas de différence entre ces catégories d'hypersomnolence. Et dans cette étude de Maskey 2021, donc eux, ils analysent les sleep bouts en fonction des stades. Ils retrouvent que les ACHI avaient des séquences N3 un peu plus courtes que les NT2. Et par rapport au sujet avec somnolence subjective, ils avaient moins de N3 en pourcentage, encore de séquences N3 plus courtes, une majeure stabilité des séquences N2 à détriment de la stabilité des séquences N3. Et donc les auteurs suggèrent qu'il peut y avoir une perturbation du sommeil long profond chez ces patients. Alors, c'est des patients sélectionnés sur la base des TIL. Il y en avait, je crois, que 2 qui avaient un allongement du sommeil plus de 11 heures sur 24. Donc, encore une fois, les phénotypes, on ne peut pas trop bien le caractériser. Alors, cette étude très récente, je vais vous la montrer rapidement, c'est juste pour... je trouvais intéressant la possibilité de analyser donc, les hypersoniques d'une autre manière. Donc, c'est une étude qui donc, essaie de comparer plusieurs caractéristiques du sommeil. Donc, on a la macro, microstructure, sleep and wake bouts, vraiment, il y a 1003 caractéristiques de la structure du sommeil comparées par une intelligence artificielle. Donc, ça, c'est la cohorte des patients. Et donc, les caractéristiques du sommeil sont dérivées d'un scoring manuel, d'un scoring automatique, de l'hypnodensité, qui est une méthode qui se développe, qui pratiquement, il nous donne une indication pour chaque époque, sur la probabilité qu'on est à un stade plutôt qu'un autre. Et donc, il retrouve, encore une fois, il confirme que l'N1 a un pattern spécifique de sommeil plus instable. Il retrouve quelques différences minimes entre HI et NT2. Par contre, il ne trouve pas des biomarqueurs, effectivement, de ces pathologies par rapport aux autres hypersomnolences. Et en plus, l'intelligence artificielle semble préférer les analyses automatiques plutôt que celles faites par les médecins. Alors, quand on veut analyser la pression du sommeil, on analyse très souvent l'activité à ondes lentes, the wave activity, donc la puissance delta en analyse spectrale. Il y a eu très peu d'études dans l'hypersonie idiopathique, donc ces 2 études principales commencent à dater. Et les 2 retrouvent une activité à ondes lentes inférieure chez les HI par rapport au contrôle, avec un profil de déclin, par contre, normal. Donc, peut-être une pression du sommeil diminuée, mais une régulation homéostatique préservée. Je précise juste que l'allongement du sommeil n'avait pas été exploré. C'était les 2 cohortes, c'était des HI avec TIL positif, sans allongement du sommeil. Alors, je cite cette étude parce que je trouve intéressant, c'est une étude de 2019, c'est pas vraiment les HI, parce que les patients sont des patients qui ont un trouble d'hypersomnolence sur la base du DSM-5, donc on peut en discuter, mais donc le DSM-5, c'est vraiment des critères cliniques, donc il y en a quelques-uns qui avaient des critères objectifs, les autres, soit on n'a pas de données, soit ils les avaient pas. Mais les auteurs, ils font une analyse spectrale avec un EEG à haute définition et plus une méthode de localisation de source. Donc, ils retrouvent déjà qu'il n'y avait pas de différence au niveau des macro et microstructures du sommeil entre les patients hypersomnolents avec et sans dépression. Et que donc, si on met ensemble ces 2 groupes, par rapport au contrôle, les patients avec hypersomnolence, ils avaient une réduction de l'activité à ondes lentes lors du premier NOREM et au niveau centropariétal. Et donc, c'est une zone qui correspond plus ou moins un peu à cheval entre le gyrus supramarginal, le gyrus temporal transverse et le cortex somatosensoriel. Et pour finir avec la puissance spectrale, donc, cette étude aussi, donc, il utilise une méthode un peu différente, mais il retrouve... Là, au contraire, une quantité de fréquences lentes
élevée chez les hachis lors de la première heure du sommeil, et vous l'avez ici, comparable à celle de la narcolepsie type 1, donc un vert c'est les hachis et un bleu NT1. Et cette augmentation persiste à la deuxième heure chez les hachis, et puis elle décline rapidement après. Donc vous voyez comme les résultats sont vraiment discordants et parfois pas concluants. On ne sait pas trop bien, là il y en a plus, parfois il y en a moins. Et alors, cette étude, il est de 2013, il n'est pas très récent, mais c'est, à ma connaissance, le seul qui utilise le CAP pour analyser donc, les hypersonies idiopathiques. Alors, le CAP, c'est le Cycling Alternating Pattern. C'est l'alternance entre une phase d'activation, phase A, et phase de déactivation, phase B. Donc il n'analyse pas le sommeil en 30 secondes, c'est un peu plus dynamique. Il y a 3 types de phases. La phase 1 est caractérisée par des bouffées d'ondes lentes, et la phase A et D elle est caractérisée par plus de rythme rapide. Donc en phase A3 il y a plus de rythme rapide qu'en phase A2. Donc la phase A semble être un marqueur de stabilité du sommeil, à l'inverse A2 et A3 possible marqueur d'instabilité du sommeil. Donc, et dans cette étude, les hachis sans allongement du sommeil, ils avaient une augmentation de la phase A3 et une réduction de la phase A1 par rapport au contrôle, ce qui peut vouloir dire qu'il y a une instabilité du sommeil non REM chez ces patients et peut-être une incapacité à consolider le sommeil long profond. Alors, quand on passe à la somnolence diurne excessive, on a beaucoup moins d'études au niveau de biomarqueurs. Donc, on peut différencier une propension excessive à l'endormissement, donc des accès de sommeil pendant la journée qui sont quand même moins irrépressibles que la narcolepsie et surtout pas rafraîchissants la plupart du temps. Et surtout cette altération de la qualité de l'éveil, cette drowsiness, une somnolence non impérative, une brouillard mental, trouble attentionnel et comportement automatique. Alors, le TIL qui mesure la propension excessive à l'endormissement n'est pas un très bon marqueur dans l'hypersonie idiopathique, au moins pas pour la presque moitié des patients qui ont des latences à plus de 8 minutes. Et en plus, les résultats ne sont pas très stables d'un test à l'autre. Alors, toujours l'équipe de Bologne, dans cette étude, elle s'amusait un peu à voir s'il y avait de marqueurs qui pouvaient être plus spécifiques à l'HI par rapport à la narcolepsie, par rapport au seuil classique de 8 minutes. Donc, ils ont fait une différence entre la latence d'endormissement en première époque N1 et une latence d'endormissement soutenue, donc qui est considéré le délai entre le début du test et 3 époques consécutives de N1, ou une première époque des autres stades. Et ils trouvent que donc, la différence de ces 2 latences était plus élevée chez les patients avec hypersonie idiopathique que les patients avec narcolepsie, les 2 catégories avec sans cataplexie. Et donc, il y avait plus un état de fluctuation entre le sommeil léger et la veille chez les hachis avant d'avoir une phase de sommeil plus consolidée. Par contre, l'altération de la qualité de l'éveil a été explorée par des tests de vigilance et attention soutenue, donc qui nous donnent bien évidemment des mesures de vigilance, attention soutenue, et peut-être aussi d'un état d'instabilité de la veille, donc avec l'intrusion de micro-endormissements en veille, qui ne se traduisent pas forcément cliniquement par une sieste, mais on peut peut-être étudier cet état intermédiaire en veille chez ces patients. Donc, 2 tests ont été utilisés dans les hypersomnies, donc le PVT et la SART. En gros, lors du PVT, les patients doivent appuyer, ils regardent un écran, ils doivent appuyer sur un bouton quand ils voient apparaître un stimulus visuel, ce qui fait donc apparaître le temps de réaction. Et du temps de réaction, on a plusieurs mesures, parmi lesquelles les lapsus ou les omissions, qui correspondent à un temps de réaction de plus de 100 millisecondes, sont un bon marqueur de perturbation de l'attention et peut-être aussi de micro-endormissement. La SART est un peu pareil, mais il y a aussi une composante inhibitrice. Donc, le patient doit appuyer sur un bouton quand il voit les chiffres de 1 à 9, sauf quand il voit le chiffre 3. Là, il ne doit pas appuyer. Et donc, là, il y a aussi une composante de précision qui est introduite par ce test. Donc, pour résumer les données à la littérature, on retrouve qu'effectivement, les performances sur ces 2 tests sont nettement plus altérées chez les patients avec hypersonie idiopathique par rapport au contrôle, mais qu'il n'y a pas de différence entre les HI, les NT1, les NT2, les SAS et les somnolences subjectives. Et pour finir sur l'inertie, donc c'est ce symptôme très complexe et peu étudié, donc on peut
décrire l'inertie comme 3 composantes, je dirais, de manière un peu schématique. Donc, une difficulté du sujet vraiment interrompre le sommeil, il n'arrive pas à se réveiller, il a besoin de réveil, il a besoin d'une personne qui le s'occupe. Une altération de la qualité du réveil. Donc le sujet, il s'est réveillé, mais il est ralenti. Au niveau comportemental, il est ralenti. Il y a des altérations importantes. Et avec parfois des manifestations aussi somatiques et un contenu émotionnel négatif. Et puis l'ivresse du sommeil. Alors là, c'est le phénomène vraiment le plus sévère où on a une vraie confusion mentale de propos et de comportements incohérents, une amnésie, etc. Donc, c'est un phénomène physiologique dans le sens que quand nous, on se réveille, la transition entre le sommeil et la veille n'est pas progressive. Surtout, il y a un timing différent en fonction des réseaux cérébraux. Donc, mais dans l'hypersomnie idiopathique, cette inertie, cette altération du réveil, disons, cette transition, elle est particulièrement longue ou sévère, au moins dans beaucoup de cas des patients. Alors, les mécanismes de réveil chez les HI ont été étudiés par les potentiels évoqués cognitifs et par le Psychomotor Vigilance Task. Alors, dans ces 2 études de l'équipe de Lyon, les P300, qui donc sont un marqueur d'attention et de traitement de l'information, étaient donc les P300 au réveil d'une sieste de 3 minutes, au réveil forcé d'une sieste de 3 minutes, par rapport aux P300 de la veille avant et après la sieste. Et ils étaient retardés chez les HI, mais aussi chez les narcoleptiques et chez les SAS, par rapport au contrôle et par rapport aux hypersomnies associées à des troubles psychiatriques. En plus, il y avait des ondes négatives, des sleep negativities, qui sont chez ces patients, qui sont typiques du sommeil non-REM, qui sont retrouvés dans le sommeil non-REM et qui donc signifient que ceux patients au réveil ont quand même une intrusion du sommeil qui peut expliquer les symptômes. Donc, dans cette étude, le Psychomotor Vigilance Task, il retrouve plus d'omissions au réveil d'une sieste chez plusieurs types d'hypersomnolence par rapport au contrôle, mais il n'y avait pas de différence entre les différents diagnostics, HI, NT1, NT2, etc. Et donc, nous avons voulu, dans cette étude, voir si effectivement ces altérations au réveil au PVT s'associaient à la plante d'inertie, si on pouvait capturer un peu ce phénomène. Et donc, on a utilisé le Psychomotor Vigilance Task. Effectivement, on trouve qu'il y a une altération, une augmentation du nombre de l'abscisse à 7h et puis à 7h30, très marquée chez les patients avec une plante d'inertie du sommeil par rapport aux patients sans plante d'inertie du sommeil. Donc, vous avez un bleu sans plainte, un vert plante léger, un rouge, un noir plante sévère avec ou sans ivresse. Et donc vous voyez que cette augmentation de l'abscisse était autant plus sévère que l'inertie était sévère. Par contre, on ne retrouve pas de différence en termes de PVT entre les HI, les narcos. Là, vous avez effectivement la population, je ne l'ai pas détaillé, mais il y avait plusieurs troubles du sommeil et les HI. Il n'y avait pas de différence entre les différentes catégories. Les patients qui avaient une plante d'inertie sévère par rapport aux sujets qui n'avaient pas de plante d'inertie ou qui l'avaient très légère, ils avaient une meilleure qualité du sommeil, donc une efficacité majeure, moins de oiseaux, moins d'IH, moins de fragmentation pendant la polysonographie. Donc, ce qui peut suggérer probablement une forte pression du sommeil chez ces patients à la base de leur difficulté à se réveiller complètement et à maintenir un bon niveau d'éveil. Mais ça reste des hypothèses. Juste cette dernière étude, et puis j'ai fini, qui est très récente, semble aller un peu dans la même direction. Donc, il voit que des HI qui rapportaient des siestes non rafraîchissantes avaient un sommeil de nuit, donc pas de la sieste, mais de nuit, plus consolidé, avec moins de réveil, moins de N1, notamment en troisième partie des nuits, plus d'SP, moins de transitions en stage. Et donc, on semblerait aller un peu dans la même direction, meilleure efficacité du sommeil, meilleur sommeil et plus d'inertie. Donc, pour conclure, l'état actuel, il n'y a pas de biomarqueurs spécifiques de l'HI retrouvés. Les données sont très discordantes et pas concluantes en littérature. Il y a souvent des faibles échantillons, et ça c'est normal, l'hypersomnie c'est une maladie rare. Le problème, c'est qu'il y a une sélection, des critères de sélection des patients qui n'est pas homogène, et ça c'est dû à un changement fréquent de classification. C'est difficile donc de comparer les études. Et surtout, il y a une faible caractérisation en fonction des phénotypes cliniques. Donc très souvent, on n'a pas vraiment de corrélation avec le phénotype clinique, l'allongement et l'inertie. Que si on peut résumer, on peut peut-être retrouver une possible pression du sommeil augmentée à la base du phénotype allongement et peut-être inertie.
Une possible perturbation de la stabilité du sommeil et de la consolidation du sommeil en lente qui a été retrouvée surtout sur les études de microstructures, mais dans un phénotype de somnolence sans allongement. Et en gros, il y a très peu d'études qui vont analyser donc, au niveau des EEG, la microstructure du sommeil, de l'éveil, du réveil, au niveau local. Donc voilà, on a hâte de voir les résultats sur cette étude parce que ça va peut-être nous apporter des connaissances en plus. Et donc, si vous êtes intéressé à l'argument, il y a Tuc Dual qui est donc un doctorant de Yves Dauvilliers qui va présenter demain une étude sur la régulation homéostatique de l'hypersomnie idiopathique. Et donc, on va voir s'il y a des résultats préliminaires qui sont, je pense, intéressants. Je vous remercie par l'attention. Merci Elisa. Je pense qu'on va garder les questions pour la fin parce que tu as été un petit peu plus longue que prévu. Donc effectivement, Tuc Dual Adam va présenter demain et on a aussi un autre étudiant, Alexandre Déré, qui va présenter les résultats du PVT à 11h avant et après la sieste pour voir si la sieste est rafraîchissante ou pas avec des mesures subjectives et objectives. Est-ce qu'il y a une question brûlante? Sinon, on va garder les questions pour la fin. Ce sera peut-être plus dynamique, sauf s'il y a vraiment une volonté de question absolue. Non? Alors on avance. Et Smeranda, qui travaille dans l'équipe d'Isabelle Arnulf à la Salpêtrière, va nous parler des mécanismes physiopathologiques. Bon courage. Bonjour à tous. Merci d'abord à Lucie de m'avoir proposé ce sujet. J'ai fini avec une migraine et une amputation du champ visuel. Merci encore. Donc, idiopathique. Le dictionnaire Larousse nous apprend qu'idiopathique se dit d'une affection qui est définie en elle-même et n'est ni la conséquence ni la complication d'une autre. Donc, par extension, se dit d'une maladie qui n'a pas encore de cause connue. Comment faire? On va essayer d'avancer. Idiopathique, pas de cause connue. De toutes les façons, en pratique, vous avez vu, il faut toujours éliminer une cause virale, un traumatisme crânien, une lésion cérébrale. Et ça nous arrangerait d'avoir un facteur précipitant. Mais on ne l'a pas parce que c'est difficile d'avoir un facteur précipitant pour un tableau qui s'installe insidieusement ou plus rarement quand le tableau date depuis toujours. Alors, comment on va faire? On va prendre exemple à sa copine, la narcolepsie. Elle n'est pas pour rien la maladie du sommeil la meilleure connue en termes de mécanisme physiopathologique. Donc, qui dit narcolepsie dit auto-immunité et dit inflammation. Donc, le génotype HLA DQB1 062, très fréquent dans la narcolepsie, 92%. Dans l'hypersomnie idiopathique, 16 à 31, les hypersomnies associent ce typage HLA, ce qui n'est pas différent de la population générale. Il n'y a d'ailleurs aucune différence entre les hypersomnies à temps de sommeil allongé ou non allongé et entre les hypersomniaques et les témoins sains, et ça selon plusieurs cohortes françaises, la cohorte américaine, mais beaucoup d'autres. Alors, est-ce qu'il y a des comorbidités auto-immunes associées à l'hypersomnie idiopathique? 4% des hypersomnies ont des comorbidités auto-immunes, et ça, c'est comme les témoins. Ce sont des données de la cohorte Narcoban, encore une fois. Mais lorsqu'on regarde les pathologies inflammatoires, on est étonné de voir que les hypersomnies idiopathiques ont plus d'asthme ou des réactions allergiques. Ce n'est pas une relation très forte en soi et qui n'a pas d'explication, qui n'a pas en fait de répercussions au niveau thérapeutique et clinique, mais néanmoins s'interroge sur l'immunité innée qui pourrait être dérégulée. Alors, photosystème d'éveil, mais alors lequel sera défectueux? Pas l'hypocrétine, ça on le sait depuis longtemps. L'histamine. Dans cette étude, on a trouvé des valeurs d'histamine qui sont inférieures de la narcolepsie de type 1 et hypersomnie idiopathique par rapport au contrôle. Vous voyez, 112, 143 par rapport à 333 dans les contrôles. Mais ça ne permet pas de faire la différence entre la narcolepsie ni l'hypersomnie idiopathique. Et d'ailleurs, l'histamine, c'est un marqueur non spécifique de la somnolence, puisque lorsque vous traitez les narcoleptiques et les HI avec des stimulants, vous avez des valeurs de l'histamine qui augmentent, donc on passe à 250 de moyenne. L'hormone concentrant de la mélatonine, c'est pas une substance de l'éveil, ça produit du sommeil, mais néanmoins c'est dans le même endroit de l'hypothalamus qui l'hypocrétine, donc il fallait la peine de le regarder. Et puis si vous regardez, vous allez trouver les mêmes valeurs entre l'hypersomnie
à temps de sommeil allongé et les contrôles neurologiques sans pathologie de sommeil. Alors, il reste encore la dopamine, la sérotonine, la norépinéphrine et leurs métabolites. Comment faire? Il y a des décades, on avait essayé les doser et on avait plutôt des résultats contradictoires. Et d'autre part, on se disait, ces substances, elles sont beaucoup impliquées dans le système nerveux central, en dehors des circuits d'éveil. Donc, il est très difficile de se dire qu'on va trouver pile la substance qui manque où il faut pour causer une hypersomnie idiopathique. Mais les temps ont changé et les techniques se sont améliorées. Et donc, c'est ce qui s'est dit Lucie Barato qui avait regardé, et ses collaborateurs qui ont regardé avec des techniques de chromatographie avec suivi des spectraux. Donc, la chromatographie permet de départager les composants d'un mélange chimique. Et ils ont essayé de doser ils ont dosé les 16 monoamines et leurs métabolites dans une cohorte qui, vous voyez, est assez conséquente, avec 94 sujets, narco 1, narco 2, HI et contrôle. Et ils n'ont pas trouvé de différence significative entre les groupes, mais pas de traces d'amines traces. Alors, c'est quoi ces amines traces? Donc, les amines traces, vous voyez, donc les petites étoiles ici, donc la tryptamine, l'octopamine, et ce sont des amines qui sont colocalisées avec des transmetteurs de bioamines et qui n'ont pas été, qu'on n'a pas pu doser dans cette étude. Donc, c'est la première fois déjà qu'on essayait de les doser. Et puis, de l'importance de l'étude vient aussi des études animales qui montrent chez la souris ou les rats ou même chez les primates que lorsque vous appliquez un agoniste des récepteurs de ces amines traces, vous augmentez l'éveil et vous diminuez le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et d'ailleurs, ces agonistes des récepteurs TAR sont aussi bénéfiques pour augmenter l'éveil des souris narcoleptiques. Donc, pour d'autres substances pro-sommeil, vous avez la prostaglandine, protéine qui est impliquée dans le sommeil. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, les études étaient assez contradictoires et on avait dosé la prostaglandine ou alors c'est l'enzyme qui l'a synthétisée, l'hypocaline, des prostaglandines synthétases. Et certaines études trouvaient une augmentation de cette enzyme, d'autres études une diminution. Mais vous voyez que cette étude, avec un nombre assez conséquent de sujets, encore une fois, retrouve par rapport au contrôle des valeurs augmentées de 25% a priori dans les groupes des hypersomniaques et des narcoleptiques. Ça ne permet pas de faire la différence entre les narcolepsies ni les hypersomnies, mais il y a cette augmentation de prostaglandine. Vous savez que la prostaglandine, ça produit du sommeil. Et si vous n'avez pas de récepteur de prostaglandine, si vous êtes en privation de sommeil, vous ne pouvez pas récupérer. Alors, on arrive au GABA. Et là, c'est une autre histoire. Donc, GABA, c'est une petite zone de neurones préoptiques qui est capable d'inhiber tout un tas de substances d'éveil, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, l'histamine, l'orexine, et donc tout un tas de circuits d'éveil qui sont localisés dans le pont, le mésencéphale ou l'hypothalamus, qui sont activés par une petite région qui est dans l'hypothalamus, ici. Et dans cette région, vous allez avoir des récepteurs GABA qui peuvent être modulés de façon positive. Et à ce moment-là, ça va entraîner de la sédation, du sommeil et une anesthésie générale. C'est le cas du mécanisme d'action des benzodiazépines, des Z-drugs ou de certains anesthésiques. Et puis, vous avez des modulateurs négatifs donc, qui vont augmenter l'éveil, voire ils vont créer des crises, vont produire des crises d'épilepsie. Donc, de ceux qui modulent l'éveil, on appelle clarithromycine et flumazénil, puisque il y a 10 ans maintenant, l'équipe d'Atlanta avait étudié 32 sujets ayant une somnolence sévère. Donc, parmi eux, vous aviez 12 HI, 11, non, c'est pas narcoté 2, c'est narcoté 1, et 9 somnolences autres. Et
ils avaient trouvé une sécrétion inappropriée d'une substance hypnotique endogène qui pourrait activer les récepteurs GABA1. C'était une technique in vitro, ce qu'on appelle une technique à pince de voltage, et cette activation se produisait en présence de GABA. Donc, en présence de GABA, le LCR des sujets somnolents stimulait les récepteurs GABA. Cette stimulation n'est pas spécifique. Elle peut se produire chez les personnes somnolentes. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la narcolepsie ni qui est spécifique à l'hypersomnie idiopathique. Et puis, on ne sait pas trop ce que c'est cette substance. On sait qu'elle a entre 500 et 3000 Dalton et qu'elle sera inhibée, détruite par la trypsine, mais pas plus. Et dans la suite de leurs idées, le groupe d'Atlanta a enregistré cet sujet, a administré du flumazenil à 7 sujets. Donc le flumazenil étant un bloqueur des récepteurs de GABA, c'est ce que vous donnez quand vous avez un surdosage en benzodiazépine. Et dans une étude simple aveugle contre placebo, ils avaient réaliser des PVT, des tests intentionnels, mesurer les laps, donc laps égale inattention ou somnolence. Et si vous appliquez une solution juste saline, donc ça fait le placebo, je vais perdre ma souris, vous avez beaucoup plus de laps que si vous administrez une solution à petit dosage de flumazenil, et encore moins de laps si vous augmentez le dosage de cette perfusion et vous êtes à une concentration entre 1,5 et 2 mg de flumazenil. Donc, et puis, certaines personnes, en dehors de cette étude, ils ont bénéficié après des applications transdermales et sublinguales de flumazenil et qui ont permis. C'était des évaluations à long cours, mais néanmoins subjectives, et qui ont permis, d'après eux, de diminuer les temps de sommeil et de passer des temps de sommeil de 11 heures à 9 heures et de diminuer la somnolence. Et pour ce qui est de la claritine, vous avez aussi une amélioration subjective de la somnolence et une étude plus ancienne de Trotti. Donc, vous avez dans cette étude qui était en ouvert une 50aine de patients qui ont eu le traitement lors du moment de l'étude, donc durant 7 mois, et qui ont eu une diminution de l'échelle de somnolence des portes de 4,5 points. Donc, clarithromycine, évaluation subjective, et plus récemment, la même équipe, dans la même idée, a tenté de retrouver des molécules qui sont connues de la pratique clinique comme pouvant augmenter l'éveil. Et ils ont testé la rifampicine, métronidazole, minocycline, érythromycine, ofloxacine, chloroquine, hydrochloroquine. Et c'est une étude de biologie cellulaire qui est assez, je vais dire, compliquée. Qui s'ensuit après des études de pince voltage, donc in vitro, des modèles d'études de modélisation computationnelle, et qui ont conclu que probablement clarithromycine, c'est un antagoniste compétitif de GABA, et son augmentation réduirait l'affinité du récepteur GABA. Affaire à suivre, d'autant plus que l'équipe de Montpellier n'a pas trouvé les mêmes résultats. Et en étudiant 42 sujets, 15 hypersomnies idiopathiques, 12 narco-1 et 15 contrôles. Dans les contrôles, vous aviez somnolence autre ou pathologie neurologique. Et pour la recette Yves Dauvilliers, vous avez besoin d'une pince de voltage, des oocytes de Xenopus injectés avec des ARN messagers qui encodent pour des subunités des récepteurs GABA humains. Et vous avez besoin de GABA, vous avez besoin de GABA sur LCR et du LCR seul. Donc vous allez appliquer. En fait, vous allez en tout bas les petits ovocytes et vous allez les empaler avec du courant électrique. Ça permettra de mesurer à chaque fois que vous appliquez une substance. Et vous allez voir à droite que finalement, même si on ne connaît pas beaucoup cette technique, quand vous avez une administration des GABA
du GABA sur LCR ou du LCRF, vous avez quasiment le même type de stimulation. Donc la réponse n'est pas potentialisée par la présence du LCR chez les patients ni hypersomniaques ni narco-1, comparé au contrôle, bien sûr. Donc voilà pour ce qui est du GABA. Donc, vous avez vu tout à l'heure, si vous cherchez la cause de l'hypersomnie idiopathique dans la macrostructure du sommeil, c'est mort. Il faut plutôt s'intéresser à la dynamique et surtout à l'instabilité, les bouts, les transitions. Et si ça vous intéresse l'analyse du signal, vous pouvez écouter Raphaël Vollard, qui est de notre équipe, qui va vous apprendre plus sur l'analyse du signal, parce qu'il n'y a pas que l'analyse spectrale. Vous avez les offsets, vous avez les composants périodiques, apériodiques et les hypodensités. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait, Raphaël, il a regardé l'éveil intrasomneil des patients qui ont une hypersomnie idiopathique. Ils ont vu qu'il y avait plus de mélange des stades 1 dans l'hypersomnie idiopathique versus le contrôle. Donc, c'est des algorithmes de prédiction de stade. Et donc, du coup, ça permettrait de dire que, voilà, il y a du sommeil dans l'éveil. Donc, s'il y a du sommeil dans l'éveil, c'est pas bon. Et s'il y a du sommeil dans l'éveil, dans des articles qui ont été publiés déjà il y a plusieurs années, on avait d'une part des études en spectre qui étudiaient donc le débit sanguin régional dans l'hypersomnie idiopathique comparé au contrôle. Et ce que vous voyez ici, c'est que il y a une hypoperfusion en cortex préfrontal médial, en putamen et aussi en singulaire postérieur. Et vous avez des hyperperfusions en amygdale et en cortex temporo-occipital. C'est très intéressant, d'autant plus que cette hypoperfusion, elle est corrélée au degré de somnolence et l'éthyle. Donc, plus vous êtes hypoperfusé, plus vos îles sont courts. Et d'autre part, ils ont comparé cette signature en spectre des patients hypersomniaques à l'éveil et retrouvaient le même profil que chez les bons dormeurs, les longs dormeurs, alors qu'ils étaient dans la transition du sommeil, de l'éveil dans le sommeil long. Donc, vous êtes éveillé, mais vous êtes comme quelqu'un qui a un sommeil long. Première étude de SPECT en 2017, mais premières études du PET aussi en 2017, avec une étude du métabolisme du glucose. Donc, et cette étude franco-belge retrouve un hypermétabolisme de l'air singulaire et de l'insula, vous avez l'insula ici et l'air singulaire, et en rouge les narcoleptiques, en vert les hypersomniaques. Et donc, cet hypermétabolisme a été interprété plutôt comme une réponse pour contrecarrer la somnolence. À la limite de significativité, vous aviez pour les hypersomnies idiopathiques un hypermétabolisme dans le cortex orbital et dans l'aire motrice supplémentaire. Et si c'était un trouble circadien? Les hypersomniaques n'ont pas de retard de phase, mais ils ont tendance à être du soir et parfois la mélatonine sert à réduire l'ivresse de sommeil. Dans une étude par Thomas et collaborateurs qui ont dosé toutes les 3 heures le métabolite de la mélatonine, donc le 6-sulfatoxymélatonine, chez 50 patients ayant une hypersomnie idiopathique. Donc, chez 40% d'entre eux, ils ont trouvé une nuit biologique de 16 heures. Donc, nuit biologique de 16 heures, c'est-à-dire l'intervalle du temps pendant lequel le dosage de mélatonine avait doublé. Et parmi 32 de ces 40 patients, 32 patients ont bénéficié d'un effet positif de la luminothérapie. C'est ce qui est un peu fâcheux avec cette étude, c'est que les hypersomniaques ont beaucoup de fibromyalgie, du diabète, de dépression, donc la cohorte n'est pas assez propre.
Mais ça fait un petit peu référence à ce que Nepsimalova avait trouvé en 2000, où elle avait, sur un petit groupe de 15 hypersomnies idiopathiques et contrôle, elle avait trouvé que le profil de la mélatonine était un petit peu retardé et plus bas par rapport au contrôle, et c'était le cas aussi pour, c'était le cas aussi pour le cortisol en bas. Les techniques du circadien de plus en plus compliquées, on peut regarder le fonctionnement circadien en regardant la périphérie, donc en regardant les fibroblastes périphériques. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il existe une altération de l'expression MARN des cloques gènes, que ce soit au niveau BLM1, il me manque un bout de truc. Bon. Et au niveau aussi de PER1 et PER2. Et donc, par la même équipe, c'est une équipe allemande, une durée plus longue de la période circadienne par des techniques de luminescence. Donc, vous voyez ici le groupe d'hypersomnie idiopathique. Ils ont une durée plus longue de la période circadienne de 0,82 minutes en moyenne par rapport au groupe contrôle. Donc, ils auraient une... Bien sûr, on attend avec impatience les études in vivo avec une constante routine et dim light. Et pour finir, les modèles animaux, donc souris sans orexine, souris sans histamine, ça ne dort pas plus. Pour dormir plus, il faut aller à la lésion. Donc le chat, lésion du faisceau dorsal, donc il y a un noyau, un faisceau noradrénergique, vous augmentez pas mal votre temps de sommeil long. Et puis, si vous lésez la substance grise périapicale ventrale, qui est une région dopaminergique, vous augmentez de 20% la durée du temps de sommeil. Mais c'est tout récent, la souris Sleepy vient de sortir sur le marché et cette souris a une mutation de type EpiSA. Ça veut dire que par une mutation random, vous avez perdu des protéines. Donc, on va vous sucrer 52 aminoacides et du coup, vos protéines ne sont pas maturées. C'est globalement ça l'idée. Et cette souris, vous voyez, elle est là. En jaune et en bleu, vous avez les wild type. Vous voyez qu'elles ont des latences d'endormissement qui sont très courtes dans la phase de nuit, là où les souris sont censées être actives. Éveillées, elles ont plus de delta densité par rapport au contrôle, et que 5 minutes après le réveil, ils ont une courbe de densité delta qui accroît plus doucement que la courbe des souris wild type. Donc un petit peu une souris qui s'endort rapidement, qui pourrait avoir un peu d'ivresse de sommeil et des temps de sommeil allongés. Donc cette souris, elle mime les symptômes sans expliquer les mécanismes de l'hypersomnie idiopathique. C'est ce qui est intéressant, c'est que l'injection intraventriculaire d'orexine ou intrapéritonéale d'agonistes de récepteurs d'orexine 2 augmente l'éveil chez cette souris. Donc bienvenue à la souris Sleepy. En conclusion, pour en conclure, piste inflammatoire, pourquoi pas, au moins dans certaines formes d'hypersomnie. Donc, les circuits d'éveil, pour l'instant, ça reste un peu bloqué. La piste circadienne, les techniques ont beaucoup évolué, ça reste à être amélioré. L'hypnotique endogène, c'est un sujet débattu. Néanmoins, le GABA doit avoir son rôle, puisque vous avez vu spectre, les ondes d'hypoperfusion frontale et singulaire font partie de réseau mode par défaut, qui aussi marcherait au GABA. Et puis, vous voyez, il faut laisser tomber le sommeil normal et super normal. Il faut s'acharner à aller à la microstructure, aux transitions, à l'analyse de signal et s'orienter vers le sommeil local qui répond en termes de symptômes cliniques à plusieurs symptômes comme, vous voyez, pas l'ivresse de sommeil, mais les lapses, les difficultés attentionnelles, le fait qu'il rame au niveau cognitif. Donc, et last but not least, on a besoin d'une souris qui ne mime pas l'hypersomnie idiopathique, mais nous aide à percer les mécanismes. Donc voilà, en conclusion, il y a du boulot. Merci.
Merci. Beaucoup d'espoir, donc. Pour apporter une petite donnée qui n'est pas publiée, on a séquencé SIK3 chez une centaine de patients et on n'a pas trouvé de mutation SIK3 chez nos patients HI. C'est pas publié encore, donc les belles données de Yanagisawa du Japon n'ont pas l'air de fitter avec notre modèle qui était avec allongement du temps de sommeil. Donc ça n'a pas l'air d'être une piste malheureusement top. Dernière speaker, Lorraine, qui vient de Nantes et qui va nous parler maintenant comment on prend en charge ces patients. Merci. Alors, merci à Lucie d'avoir coordonné ce symposium et à mes collègues pour avoir défriché le champ de la physiopathologie. Donc voici mes liens d'intérêt. Pour la physiopathologie, si on veut avoir un traitement étiologique, ça va tourner assez court, puisqu'on ne va pas mettre ni un traitement anti-inflammatoire, ni du rythme circadien, etc., ou de modification de l'expression de SIK3, puisqu'on n'a pas d'éléments dans ce sens-là. Donc on va plutôt avoir une intervention pas si spécifique que ça, plutôt en intervenant sur les neuromédiateurs de l'éveil et voir comment est-ce qu'on peut avancer pour rendre service aux patients. Les recommandations françaises étant un peu anciennes, je me suis permis de vous mettre les recommandations américaines qui sont un petit peu plus récentes et pour lesquelles, globalement, le meilleur niveau de preuve est pour le modafinil. Et après, toutes les autres molécules qui sont proposées sont en conditionnel, mais en sachant que ces recommandations sont déjà obsolètes, elles datent de 2021, mais sont déjà obsolètes, puisqu'il y a une approbation de la FDA plus récente. Alors, modafinil, d'abord, notre grand classique, avec un effet dopaminergique surtout et noradrénergique aussi. Jusqu'à 2021, finalement, il y avait une étude randomisée contrôlée, mais avec quand même des petits effectifs. Donc, la nouveauté 2021, c'est une étude avec des effectifs un petit peu plus gros, de l'ordre d'une trentaine de patients dans chaque groupe, une étude japonaise, où le modafinil montre une efficacité sur les tests de maintien de l'éveil avec l'augmentation de 5 minutes, la durée des tests de maintien d'éveil. Si vous étiez au symposium sur la narcolepsie tout à l'heure, vous avez vu que ce n'était pas tout à fait les mêmes chiffres avec les agonistes du récepteur de l'hypocrétine 2. Et puis avant, on avait quoi ? On avait aussi des études observationnelles, notamment françaises, ou des études avec des plus faibles effectifs, avec un critère de jugement sur la conduite automobile ou sur les études rétrospectives, la balance bénéfice-risque. Le méthylphénidate, grand classique aussi, avec un effet noradrénergique et dopaminergique, mais un niveau de preuve assez faible et sur en fait essentiellement des données rétrospectives avec cette cohorte américaine. Mais on manque quand même de données, ce qui ne nous empêche pas de l'utiliser en pratique clinique avec quand même une bonne réponse clinique. Donc ici, c'était des données de la Mayo Clinic, il me semble, avec des taux de réponse complètes, partiels, à la prise en charge, mais sur des données de suivi. Ça me permet de faire le lien avec le Cerdex-méthylphénidate, qui est une prodrogue du méthylphénidate, donc qui a l'intérêt d'avoir une cinétique, une pharmacocinétique différente. Donc c'est une molécule qui a une durée d'efficacité qui est beaucoup plus longue. La question, alors ça a été développé déjà dans le TDAH, donc il y a déjà une approbation aux États-Unis pour le TDAH. L'idée, c'est que la durée d'action assez longue permet de couvrir toute la période diurne des enfants et des adultes avec TDAH. La question après qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas trop long ? Et donc, ils essayent, dans cette étude de phase 2 qui est en cours aux États-Unis, de le donner soit le matin et le soir, soit le soir, une fois par jour, avec un effet en fait retardé qui permettrait d'avoir un réveil plus facile dans l'hypersomnie idiopathique. Donc peut-être quand même un mode d'action intéressant, un peu différent finalement, pas utilisé jusqu'ici. Et sur les données, enfin sur la communication officielle, les premiers résultats seraient à attendre pour le premier semestre 2024.
On change de neuromédiateur, on passe à l'histamine maintenant, et puis le développement du pitolisant ces dernières années avec un bon niveau de preuve dans la narcolepsie de l'adulte et de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'hypersomnie idiopathique ? Jusqu'ici, on avait des données rétrospectives grâce à nos collègues de la Salpêtrière avec un bénéfice sur l'échelle d'Epworth chez les patients avec une hypersomnie idiopathique, mais quand même la nécessité d'avoir une étude randomisée contrôlée en double aveugle. Alors, ça a été le cas aux États-Unis. Il y a une étude de phase 3 qui a été réalisée. Il n'y a pas de publication sur les données. Donc, les données que je vous mets, c'est la communication officielle dans les bulletins de pharmacologie, de pharmacie, de communication média, où le pitolisant n'a pas permis d'améliorer l'échelle d'Epworth, qui était le critère principal de jugement de l'étude. Alors, peut-être que quand on voit les études qui sont faites sur l'hypersomnie idiopathique, soit ils incluent des patients avec d'éthyle raccourcis, soit ils incluent toute la population de patients, même avec d'éthyle normaux, mais à un long temps de sommeil. Ici, c'était la population avec les différents phénotypes, pas forcément que des patients qui étaient somnolents sur les tests itératifs de latence d'endormissement, mais des patients qui avaient une échelle d'Epworth au-delà de 12. Et donc, ils ne montraient pas dans cette population de bénéfices sur l'échelle d'Epworth. Donc, peut-être la population, en tout cas au moins pour la validation, soit la population a affiné, soit le critère de jugement a changé pour une future étude, parce qu'il montrait par contre un bénéfice sur la sévérité de la maladie. Alors, il n'y avait pas la précision ici sur le critère de jugement, mais dans les critères de jugement secondaires, il y avait l'échelle de sévérité de l'hypersomnie idiopathique. Donc, a priori, probablement le critère qui a été utilisé, et aussi un bénéfice fonctionnel. Et les patients, il disait que 83 des patients qui a été dans la phase en ouvert avaient ressenti un bénéfice. Donc aujourd'hui, il prévoit de poursuivre sur l'étude en ouvert pour regarder la sécurité et l'efficacité à long terme du pitolisant, mais sur cette étude en ouvert. On change complètement à nouveau de neuromédiateur et on revient au GABA, dont a parlé Smaranda tout à l'heure, et de la clarithromycine qui est dans les recommandations américaines en conditionnel avec des données de phase 2. Et sur l'étude de phase 2, le critère de jugement principal, c'était les tests psychomoteurs de vigilance et l'absence de bénéfice sur ces tests psychomoteurs de vigilance, mais un bénéfice, une efficacité sur l'échelle d'Epworth. Donc, c'est vrai que les études n'ont pas été poursuivies par rapport à la clarithromycine. Après, on fera peut-être un tour de table sur qui utilise la clarithromycine, mais voilà, j'avais mis les études en référence avec la discussion sur l'implication ou pas des récepteurs GABA et de leur potentialisation dans l'hypersomnie idiopathique. Donc, GABA, mais plutôt en essayant d'inhiber le GABA. À nouveau essayer d'inhiber le GABA, avec une autre molécule, le pentétrazole, pour lequel il y a eu une étude de phase 2. Donc c'est une molécule quand même qui a un effet proconvulsivant, comme disait Smaranda tout à l'heure. On excite le cerveau, on a plus de risque de commissalité. Et des résultats qui ne sont pas publiés, sachant que les dernières nouvelles datent de 2020. Je vous en laisse conclure qu'a priori, ça ne devait pas être positif. À nouveau GABA, mais dans l'idée d'augmenter l'activité GABA pendant la nuit avec l'oxybate de sodium, le Xyrem sur la forme commerciale, donc d'augmenter l'activité du GABA pendant la nuit, et puis le matin, le médicament s'élimine puisque la demi-vie est assez courte, de l'ordre de 30 minutes, 1 heure, donc au terme de la nuit, les patients en général n'ont plus d'oxybate de sodium dans le sang, et qui permet d'avoir un meilleur réveil et une meilleure vigilance dans la journée. Alors, qu'est-ce qu'on avait jusqu'ici ? On avait aussi des données rétrospectives de 2 cohortes, dont la cohorte de la Salpêtrière, avec un bénéfice sur la somnolence, sur la durée de sommeil de nuit et l'inertie du sommeil, ainsi que dans une étude, je crois, américaine, sur la sévérité de la fatigue et puis des éléments aussi de dépression, il me semble.
Alors, toujours GABA et une étude de meilleure qualité, une étude randomisée contrôlée de phase 3 d'oxybate de sel. Donc, c'est plus le Xyrem qui est l'oxybate de sodium, c'est un oxybate de calcium, magnésium, potassium et sodium. Donc, avec une teneur en sodium, en sel, qui est beaucoup moins importante. Donc, intéressante chez les patients, notamment qui vont avoir plus de risques cardiovasculaires. Une étude de retrait de traitement. Donc, cette étude qui vous a déjà été présentée probablement plusieurs fois. Donc, il y avait une titration progressive et donc on retirait pendant la phase de double aveugle. Les patients passaient soit sous placebo, soit gardaient la molécule avec une efficacité démontrée sur l'échelle d'Epworth, qui était le critère de jugement principal, et puis d'autres paramètres de questionnaire. Après, sur la discussion, cette étude peut poser question un petit peu sur le design, parce que le design de retrait de molécules, ça veut dire aussi que tous les patients qui ont eu des problèmes de tolérabilité ont abandonné en cours de titration. Et qu'ils vont aussi avoir l'aveugle est quand même moins fort quand vous avez déjà une imprégnation à une molécule, vous allez plus voir que vous êtes sous placebo. Donc voilà, en tout cas, à partir de cette étude-là, il y a eu une approbation aux États-Unis par la FDA, mais pas d'AMM en Europe. Enfin, dernier neuromédiateur, donc l'orexine, on connaît bien l'orexine dans la narcolepsie, et qu'est-ce que ça donne l'orexine dans l'hypersomnie idiopathique? Donc ici, c'est une étude de phase 1B de preuve de concept, d'utiliser un agoniste des récepteurs de l'orexine sous forme de perfusion. Donc c'était des perfusions de Danavorexton qui étaient réalisées pendant 9 heures, donc une étude en crossover chez 12 et 13 patients au final dans chaque groupe. Et pendant la perfusion de Danavorexton, il y avait des tests de maintien d'éveil, des échelles et des tests psychomoteurs. Et donc les patients qui avaient la perfusion, vous voyez ici à droite, les patients qui avaient la perfusion de Danavorexton normalisaient quasiment tous leurs tests de maintien de l'éveil. Ils avaient des tests de maintien de l'éveil à 39, une latence à 39,9. Donc quasiment tous les patients, sauf un, étaient à 40 minutes. Une diminution des échelles de somnolence et une amélioration des tests psychomoteurs. Donc, une preuve de concept qu'en renforçant le système à orexine 2, donc non spécifique de l'hypersomnie idiopathique, on a un effet aussi en dehors de la narcolepsie, globalement, sur la qualité de l'éveil. Donc, en conclusion, on a nos molécules dopaminergiques, noradrénergiques qu'on connaît assez bien. Alors, il y a le solriamfétol aussi, qui a des effets de ce type, sur ces types de neuromédiateurs, pour lequel je n'ai pas trouvé de traces d'études cliniques dans l'hypersomnie idiopathique. Et les neuromédiateurs à suivre, orexine, histamine et GABA. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Lorraine. C'était très clair et concis. Donc, tu nous as permis de tenir le timing. Bravo. Juste la question des traitements dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez à Paris la clarithromycine, à Nantes, à Montpellier? Moi, non, personnellement. Non. À Montpellier, nous non plus. À la Pitié-Salpêtrière, vous avez essayé, mais ça marche pas non plus. C'est ça. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'effectivement, on a besoin de plus de niveau de preuve pour ces molécules, même si c'était séduisant à la base, concrètement, ça marche pas. Donc essayons autre chose, et notamment le sodium oxybate. Oui, je pense qu'il faut vraiment redire que les opinions ne sont pas des évidences, et pour tout ce qui est pharmaco, il faut éviter l'effet prise en charge, et donc il faut être randomisé, double aveugle, sinon c'est non contributif. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'il y en a. Là-haut. Oui, Monsieur Faniel qui vient de Liège. Une petite question par rapport aux symptômes dysautonomie qu'on peut avoir dans l'hypersomnie idiopathique et sur d'éventuelles données sur le PIWAD durant les nuits. C'est pour qui ça? Alors le PIWAD, je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir y répondre. Et Elisa, peut-être pour le... Ou... Je peux répondre, mais moi je n'étais pas speaker, donc c'est au speaker de répondre.
J'ai été un peu vite sur la dysautonomie, mais oui, il y a un peu plus d'hypotension orthostatique et de migraine, hein, comparé au sujet contrôle dans l'hypersomnie. Des céphalées, c'est normal, dans quasiment toutes les maladies de la somnolence, il y a plus de douleur. Je suis d'accord avec ça, mais c'est plutôt des symptômes rapportés. Il n'y a pas eu de dysautonomie objectivée en termes de, par exemple, de tension artérielle, d'hypotension orthostatique avérée. C'est plutôt des symptômes liés à la dysautonomie que de la dysautonomie objective, à mon avis. Mais il y a quand même une jolie étude de Trotti, je crois, sur une échelle de dysautonomie dans l'hypersomnie idiopathique qui demande confirmation, et on peut le faire à Montpellier. Je pense qu'on essaiera de le faire avec nos données. C'est Miglis de Stanford, c'est pas Trotti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que oui. Non? Moi, je peux commencer par une. J'en ai vu une pour Isabelle. Quand vous avez des patients qui ont des symptômes évidents d'allongement du temps de sommeil, je parle de cette forme-là qui nous intéresse plus parce qu'elle est plus typique que sinon la privation de sommeil et autres, et que finalement, après toutes les investigations que vous pouvez faire ou qu'on peut faire ou que tout le monde peut faire, le diagnostic finalement ne sort pas parce que ils ont eu un sommeil de nuit fragmenté ou parce qu'ils n'ont pas allongé suffisamment et autres, mais que les symptômes sont typiques. Qu'est-ce que vous faites pour ces patients? C'est un peu le Sympo d'avant où il y avait un peu de troubles psychiatriques, où on aime bien dire c'est expliqué par ou c'est associé aux troubles sous-jacents. Dans quelle mesure la clinophilie, c'était ça le sens précis de ma question, la clinophilie par rapport à l'hypersomnie peut être réfutée, peut être diagnostiquée sur un test, ou alors il faut le refaire. Qu'est-ce que vous faites en général? On a ce qu'on appelle le syndrome du 10, c'est-à-dire 10 heures, entre 10 et 11 heures, ou 10 minutes au TIL, ou 10 à l'Epworth, hein, c'est-à-dire la zone grise. Et donc là, pour nous, la clinique prime, et on l'écrit par contre dans les lettres en disant on a la clinique prime, on teste le stimulant, et on voit, oui, et on revient après. Voilà, c'est jamais définitif, hein, mais la clinique prime toujours, on est médecin, quoi. C'est important comme message, c'est pas forcément, je dirais, partagé par tous les centres, mais nous on a tendance à refaire le test à un certain, pour l'effet habituation aussi par rapport au labo, dans quelle mesure, pour être sûr que le rapport bénéfice-risque de la prise en charge soit en faveur du bénéfice et d'être certain que les gens ne vont pas avoir cette maladie et que c'est pas le test qui est, fautif et non pas le patient qui a sur- ou sous-estimé sa plainte. Mais en général, dans notre expérience, et quand on le refait, on n'arrive pas à améliorer le diagnostic après la deuxième évaluation. Donc, je ne sais pas si c'est une très bonne façon de faire, mais c'est pour convaincre les gens aussi qu'ils n'ont pas forcément cette maladie. Les gens, ils veulent avoir le diagnostic, et quand on leur dit qu'ils n'ont pas les critères, est-ce qu'on leur dit « oui, mais quand même, vous avez une forme frontière » ou... Je ne vais pas monopoliser le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui, bonjour, merci. Moi, j'ai été un peu étonnée récemment par deux de mes patientes, des patientes très très jeunes, très très sportives, dont une sportive de haut niveau en compétition nationale en athlétisme, et qui ont les deux rapporté à partir du début de leurs symptômes ce qu'elles m'ont décrit comme une vraie désadaptation à l'effort, et à tel point que celle qui était sportive de haut niveau pouvait même plus courir 3 mètres sans être hyper essoufflée, tachycarde et tout ça. Et ces symptômes étaient décrits avant l'introduction des traitements éveillants que j'avais pu mettre moi, et c'était ensuite aggravé avec les symptômes de l'hypersomnie. Je leur ai fait une épreuve d'effort aux deux, qui dans les normes pour l'âge, mais en même temps elles sont jeunes, donc voilà, les normes sont quand même assez... Et je voulais savoir si vous aviez une notion de ça. Et enfin, je trouve que c'est un point qui est un petit peu... Est-ce que vous avez déjà vu ça dans vos patientes? Est-ce que ce serait un sujet à approfondir dans l'hypersomnie idiopathique? Donc c'est la désadaptation à l'effort, hein, dont tu parles. Ouais. Je pense que ça revient avec les signes dysautonomiques dont on vient de parler. Effectivement, ils sont déconditionnés, mais après, quand c'est brutal, c'est un peu moins typique, mais je sais pas. Moi, je ferai quand même attention à tout le registre
du syndrome de fatigue chronique, avec fibromyalgie et tout, où les personnes nous décrivent beaucoup d'hypersomnolence, qui est d'ailleurs peu objectivée. Et je pense que, enfin, je sais pas, je connais pas les malades, et une fois de plus, la clinique prime. Mais pour moi, ça serait des troubles moteurs, ça serait plutôt atypique pour une hypersomnie idiopathique. J'aurais du mal à prononcer le diagnostic. Ou alors sur la dysautonomie, qui est à quantifier, à objectiver, et pas seulement sur de la plainte. Mais justement, je sais pas quoi faire d'autre à part l'épreuve d'effort, en fait. Il y a sur la tension artérielle, par exemple, il y a X façons d'appréhender la dysautonomie. Il y a les fameux POTS, là, dont on parle de plus en plus. On pourra en discuter après, mais il y a X tests. Nous, on ne les fait pas trop en routine, parce que il faut avoir une spécificité. À part la tension artérielle, je pense que c'est assez fiable et valide. Du debout couché, le dipping la nuit, la régulation. Tu peux même regarder la fréquence cardiaque en rapport avec un événement donné, qu'il soit un LM, un micro-éveil. Tu vois la réactivité du système sympathique à un événement donné. Je pense que c'est intéressant de le regarder pour voir si c'est objectivement, s'il y a une anomalie objective. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, il y en a plein maintenant. Oh là. Non, Faniel, il a déjà parlé, donc on va passer à Monsieur Faniel, pardon. Bonjour, Gabriel à Angers. Est-ce qu'il y a des délais diagnostiques qui vous interpellent? Souvent, on a des histoires de début de maladie à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Quand c'est très récent, on peut penser à des causes secondaires. Est-ce que il y a des choses comme ça qui font drapeau orange, drapeau rouge? Oui, bonjour Gabriel d'Angers. C'est généralement quand on les voit en consultation, c'est vrai qu'ils ont tout un parcours un petit peu long parce que ça a été mis sur le compte d'autres trucs et d'autres diagnostics différentiels. Et on n'a pas vraiment des gens qui viennent très rapidement sur une fatigue. C'était ça la question, sur une somnolence qui est d'installation assez brutale. Mais peut-être que les délais diagnostiques sont raccourcis, mais je n'ai pas vraiment d'a priori là-dessus. Je raisonne comme si c'était une installation progressive. Bien sûr, de toute façon, l'IRM cérébral, au moins, et puis le bilan biologique, fait partie du bilan d'une hypersomnie idiopathique. Donc, voilà. Après, on affine, comme on disait hier, en fonction de la clinique et puis de ce qui a été fait en aval. Mais je ne pense pas que je ne sais pas si vous voulez commenter. Si vous avez une autre attitude. Il y a un très long délai diagnostique qui ne s'améliore pas, malheureusement. Réellement. Il reste à plus de 8 ans. C'est pire que la narcolepsie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, je ne suis pas du tout spécialiste, excusez-moi. Si j'ai bien compris, la personne qui est en hypersomnie idiopathique, notamment quand elle travaille la semaine, elle est en permanence en dette de sommeil. Comment vous faites en pratique pour réussir à avoir des enregistrements ou les conditions de sommeil favorables pour vos patients s'ils sont tout le temps en dette de sommeil? Parce que j'étais interrompue, je n'ai pas bien entendu votre question du coup. Et non, c'est vrai. Donc oui, c'était la privation de sommeil en semaine. Donc comment on peut s'affranchir de cette privation pour enregistrer Exactement, parce que si on les laisse dormir en labo, ils vont forcément récupérer et dormir beaucoup plus. Enfin, c'est une question que je me pose, qui est peut-être une très très bonne question, et c'est vraiment le défi, je trouve, du diagnostic en clinique. Donc déjà, je dirais. Déjà, je dirais qu'il faut bien prendre en compte quelle est la durée idéale du sommeil de ces patients. Non? Donc, parce que souvent, on ne sait pas trop, on ne pose pas forcément cette question, et après, il faut se caler sur cette durée du sommeil, donc pour pouvoir déjà définir s'il y a une privation du sommeil ou non. Pour vous donner un exemple, donc quelqu'un qui passe la semaine et qui dort 8 heures par nuit, on dirait qu'il n'est pas en privation de sommeil, mais si normalement il a besoin de dormir beaucoup plus, finalement il cumule les privations de sommeil chroniques. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment, je pense, d'introduire dans la pratique clinique beaucoup plus souvent qu'on fait maintenant tout ce qui est agenda du sommeil, encore mieux actimètre quand on peut se le permettre, pour pouvoir analyser justement quelle est la durée du sommeil en semaine, week-end, s'il y a effectivement une récupération telle qui nous fait penser qu'il y a une privation de sommeil, et puis
Soi-disant, là, les protocoles de longue durée qu'on fait donc, à 24 heures ou en 32 heures, il y a quand même aussi une nuit de polysomnographie avant qui précède. Donc, quand même, et après les TIL, etc. Donc on va quand même réduire un peu. Sinon, on le fait à la fin des vacances, en fait, pour être sûr qu'elles se soient resaturées de sommeil. En fait. Oui, c'est ça, il faut les mettre après les vacances, quoi. Okay. On va faire un tout petit conclusion sur les traitements, hein, pour suivre ce que disait Lorraine. Donc, l'étude XiWave, qui est de l'oxybate, peu importe qu'il y ait du sodium ou pas, et la seule étude qui a montré que ça marche très bien sur les symptômes cliniques, l'inertie du réveil, la durée du sommeil de nuit et la somnolence. Il n'y a pas eu l'accord de l'Europe parce que c'est sur des données rapportées, c'est pas sur des données objectivées. Et il n'y a qu'une étude, et en Europe, il faut 2 études. Pitolisant a copié-collé ce travail où il y a une diminution des symptômes en ouvert, et après les gens sont randomisés pendant 2 semaines, placebo ou pas placebo. C'est d'abord de l'ouvert. Et là, pitolisant a bien marché sur l'exposition à la molécule pour la diminution des symptômes, mais c'est la partie randomisée, double aveugle contre placebo, où il n'y a pas eu de rebond. D'accord ? Et le dernier point très important, qui est comment améliorer l'inertie du réveil si on ne met pas d'oxybate, qui est compliqué. Les études de la phase 2B sont sorties du Cervex méthylphénidate. Et ce qui est très intéressant dans cette molécule, c'est pas le mécanisme d'action qu'on connaît bien, c'est c'est pas une forme au retard, c'est une forme avec un délai. C'est qu'en fait, c'est mis le soir pour que ça marche le matin. D'accord ? Donc ça augmente, et ce qu'il faut voir actuellement, c'est si ça perturbe pas trop le sommeil de nuit, mais par contre les résultats en termes d'éveil le matin sont vraiment très bons. Donc ça serait plutôt pour prendre un médicament le soir. On l'a tous fait avec le modiodal le soir, mais ça marche pas, et en plus ça perturbe le sommeil des gens. Donc là il y a la phase 3 qui va démarrer en Europe et aux États-Unis l'année prochaine. Donc c'est aussi un bon espoir, parce qu'à ce jour on n'a aucun traitement sauf l'oxybate qui est compliqué et qui en plus hors AMM. On n'a aucun médicament qui a l'AMM. Donc il faut faire des belles études pour motiver les tutelles de nous donner au moins 1 ou 2 médicaments pour cette maladie orpheline de traitement. C'est bon ? Est-ce qu'il y a une dernière question ? Je voulais faire ce point médicamenteux. Oui, dernière. Oui, au-delà du retard du diagnostic, est-ce qu'on peut avoir des formes tardives au-delà de l'âge de 40-50 ans de début tardif, je précise. C'est pas habituel. Hein. Et un peu comme les narcotardives, on se méfie toujours des formes secondaires, quoi. Est-ce que c'est un début de neurodégénérescence, n'importe quoi, une CEP, voilà. Ce serait tardif. Donc je crois qu'il faut vraiment clore le symposium. Merci beaucoup.